Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour, on va parler séries aujourd'hui, on va parler également de cette grève des scénaristes à Hollywood, essayer d'y comprendre un petit peu plus de choses et puis les conséquences que ça peut avoir sur le long terme. Romain Nigita, bonjour, vous êtes avec nous ce matin, journaliste spécialiste des séries au JDD et chez Téléstar également. C'est une sommité des Voilà, moi je lis ses avis dans le journal du dimanche avec beaucoup d'attention et on a souvent les mêmes goûts, donc je suis contente. Voilà, c'est bien, c'est comme les libraires, quand vous connaissez un libraire qui a les mêmes goûts que vous dites bon, je lui fais confiance et j'y vais. On va y revenir dans un instant avec cette grève donc des scénaristes qui exigent une hausse des rémunérations et donc il y a des séries qui sont aujourd'hui en danger. Puis surtout aussi on parlera dans un deuxième temps du chat GPT parce que vous rentrez je veux un scénario à la King Kong mais version moderne, boum, il le sort. Ouais. Il le sort, on va en parler après. Alors on passe au zapping tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, hier Aurélien Pradier des Républicains s'en est pris à Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Pour lui, elle est la marionnette d'Emmanuel Macron. C'était dans Quotidien. Prenez l'exemple de la présidente de l'Assemblée nationale. La semaine dernière, l'exécutif, donc le pouvoir exécutif qui est séparé du pouvoir législatif, quelques fondamentaux, la séparation des pouvoirs dans notre Constitution, fait fuiter le fait que si la présidente de l'Assemblée nationale n'obéit pas au commandement qui lui est donné par l'Élysée de saboter la proposition de loi, alors elle devra quitter la majorité. Et ils le font fuiter publiquement. C'est une entorse à la séparation des pouvoirs. La politique, vous faites jamais des coups tordus? Ah si, ça m'arrive. Ah. Bien sûr. Mais je tâche, et le jour où ça n'arrivera pas, vous me le direz, de respecter des règles importantes. Voilà, on peut faire des coups tordus, mais dans les règles. Voilà, c'est un peu ce qu'a dit Aurélien Pradier. Ça reste un coup tordu, quand même si elle est dans les règles. À partir du 25 août prochain, de nouvelles règles, justement, s'appliqueront aux plateformes des réseaux sociaux en matière de modération et de lutte contre la désinformation. Twitter a d'ores et déjà refusé de s'y conformer. Le ministre du numérique, Jean-Noël Barrot, était sur France Info TV et on a essayé de le faire réagir sur justement cette décision d'Elon Musk. Ce que dit Elon Musk, c'est pas que la désinformation ne sert à rien. Il dit que ce code est superfétatoire, qu'il est inutile. Il dit j'ai ma communauté qui est capable de faire de la lutte contre la désinformation en ligne. Eh bien écoutez, moi je souhaite que Twitter puisse se conformer d'ici le 25 août aux règles européennes nouvelles que nous avons adoptées. Sinon, il ne sera plus le bienvenu en Europe et force restera à la loi. Oui, bien sûr, ils vont interdire Twitter en Europe. Ça vous paraît possible ? Je sais pas, vous connaissez un peu? Je connais moins ces sujets-là, mais ça paraît quand même compliqué, mais c'est surtout pour faire pression, pour faire peur. Bien sûr, bien sûr. Une nouvelle fois, l'Église est au cœur de la polémique, Valérie, après qu'un pasteur de Strasbourg ait autorisé dans son église un spectacle de pole dance. Alors ça a été loin, des fanatiques religieux l'ont menacé d'être décapité. Et évidemment, ça a donné un débat houleux dans Touche pas à mon poste entre Valérie Benaïm et Guillaume Janton. On a quand même beaucoup critiqué, on le rappelle, Benjamin qui avait tout fait dans une église. Bah si, c'est pas parce que c'est filmé avec une caméra au lieu d'un iPhone que c'est différent. C'est autorisé. Mais n'importe quoi. Le mec, il est torse nu, il est plus dénudé d'ailleurs que Benjamin, il est dans des poses lascives, c'est extrêmement suggestif, je suis désolé. Il représente Jésus. Jésus, à quel moment il twerkait sur un truc de pole dance? Non mais là il twerk pas. C'est vrai. C'est pas parce que tu rajoutes 3 violonistes et que tu mets des caméras d'Arte que c'est mieux. Et je précise, parce que je vais encore avoir des menaces sur les réseaux sociaux, donc je précise. Comme les pasteurs en fait. Voilà, et je précise que oui, j'accepterai aussi que ça ait lieu, parce qu'on me le reproche à chaque fois, dans une synagogue, ça ne me pose aucun problème, voilà. Ça vous choque, vous, Valérie, un spectacle de pole dance dans une église? C'est pas le lieu. Non, c'est pas le lieu. C'est un lieu religieux, c'est là où on se recueille. Enfin bref. Beau comme Bowie et libre comme lire, Amanda Lear était hier dans Click sur Canal+. Elle est revenue sur sa relation avec David Bowie. Alors un moment très savoureux, mais pas très romantique. On a vécu ensemble quand même 2 ans à peu près. Moi, je l'ai suivi à New York. Et puis, comme il se droguait beaucoup à la fin, moi, je suis parti. Mais au début, c'est vrai que c'était une grande passion. Physiquement, c'était pas ce que je cherchais, moi. Il était tout blanc, il n'y avait pas de sourcils, les cheveux rouges, une dent sur 2. Non, vraiment, c'était pas trop mon truc. Mais après, bien arrangé et tout, il avait un charme extraordinaire.
Le problème, c'est qu'ils se maquillaient beaucoup plus que moi et surtout qu'ils se démaquillaient pas, vous savez. Parce que nous, les filles, on se démaquille. Mais les mecs qui se maquillent, ce qui est très bien d'ailleurs, ils se démaquillent pas. Et alors, ils vous salopent l'oreiller. Oui, enfin, je suis pas sûr que ça soit elle qui fasse la lessive de drap et tout ça avant d'aller. Je la vois pas en. Bon, quoi que. Vous en savez rien. Mais voilà. Voilà, petit hommage à David Bowie. À quoi on voit que c'est le printemps, Valérie, et que l'été revient aussi? Les pollens encore? Au soleil? Non, je fais pas de rediff. Non, les feux de camp sont de retour. Et forcément, qui dit feux de camp dit Chico et les Gypsy. Gypsy. Faut dire Gypsy. Ça dépend quelle langue vous parlez. Mais bien, monsieur Gypsy. Moi, je dis les Gypsy. Et ils étaient en live sur Dans C'est à vous. Et qu'est-ce qu'ils ont chanté? Ils ont qu'un seul tube. Deux tubes. Joby Joba. Joby, Joba, cada día yo te quiero más. Joby, Joby, Joby Joba, cada día yo te quiero más. Joby, Joby, Joby Joba. Et du coup, je demande à notre spécialiste de série, il n'y a jamais eu de série sur les Gitans. Ça m'a donné une idée de faire une série sur les Gitans. Des fois, je crée comme ça. Si, il y a une série américaine qui s'appelait The Riches, avec le nom des acteurs m'échappe, mais c'était l'histoire de familles de Gitans, mais qui squattaient des maisons. Qui se faisaient passer pour des familles riches. Et il y avait eu. C'est drôle. Il y avait en France, il y a une série sur Arte qui s'appelait Fortune, où l'un des personnages était un gitan. Donc il y a quand même eu des personnages et des choses plus ou moins caricaturales selon les séries, mais oui, il y a eu quand même quelques tentatives. Bon, on peut tout savoir. Avec Easy Izzard de Riches, voilà, j'ai retrouvé le nom de l'acteur. C'est une encyclopédie vivante, notre Romain Nigita. On se retrouve dans un instant pour parler de la grève des scénaristes et des conséquences sur nos séries. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Romain Nigita, journaliste spécialiste des séries au JDD, journal du dimanche, ainsi qu'à Téléstar. Et on vous a demandé de venir ce matin pour parler de la grève des scénaristes à Hollywood. On entend des choses un peu lointaines, donc ils veulent plus d'argent. Moi, j'avais entendu aussi l'histoire de ChatGPT. Quel est l'enjeu du conflit? Alors, c'est pas tellement l'argent en tant que tel. Ils ne demandent pas plus d'argent par scénario. L'enjeu, c'est la précarisation du métier de scénariste à Hollywood. Donc, c'est le fait d'avoir un emploi stable tout au long de la saison. C'est vraiment ça le cœur du problème. Là, ils sont quand même en grève depuis quasiment un mois. La grève a démarré le 2 mai. Ce sont tous les scénaristes américains qui ont cessé de travailler. Parce que là-bas, aux États-Unis, les syndicats, ça marche par profession. Vous avez un seul syndicat par profession. Il faut être syndiqué pour pouvoir travailler avec les grands studios. Donc, à partir du moment où la grève a été votée, ce sont tous les scénaristes qui ont arrêté de bosser. Il y a deux sujets majeurs. Donc il y a le problème de précarité et le problème d'intelligence artificielle. C'est ça. Alors la précarité, ça vient du fait que maintenant, il y a en effet beaucoup plus de séries qui sont produites aux États-Unis grâce à l'explosion des plateformes. Donc on pourrait se dire, là, il y a plein de boulot pour tout le monde. Sauf que sur la plupart des plateformes, comme vous pouvez le constater, la plupart des saisons sont des saisons courtes. Avant, les grosses séries américaines, les séries comme Lost, Desperate Housewives, 24 heures chrono, c'était des saisons de 24 épisodes par saison. Donc en gros, les scénaristes bossaient quasiment toute l'année, sauf les 2 mois d'été. Je simplifie, mais maintenant on le voit sur Netflix, Disney+, Paramount+, etc. Ce sont des saisons de 8, 10, 13 épisodes au grand maximum. Donc les scénaristes qui bossent sur ces séries-là, ça ne leur suffit pas pour vivre toute l'année de bosser sur les séries. Parce qu'ils étaient embauchés pour une année, c'est-à-dire que pour une saison. Pour une saison. Exactement, parce qu'aux États-Unis, la force des séries américaines, c'est ce qu'on appelle le writer's room, donc la salle des scénaristes. Parce qu'en fait, les scénaristes, même s'ils n'ont pas leur nom au générique de chaque épisode, en fait, ils bossent toute l'année, tous ensemble dans une même pièce. Ils construisent les intrigues et les parcours des personnages sur toute la saison. Ils échangent, ils discutent toute la journée, un peu comme on le fait nous. Et puis après, une partie de la semaine, ils partent dans leur petit bureau qui est dans la salle d'à côté pour vraiment rédiger le scénario dialogué. Et après, ils refont lire ça par leurs copains, ils réécrivent ça avec le showrunner, etc. Il y a un échange tout au long de la journée. Et c'est pour ça qu'ils sont payés finalement toute la saison. Là, ce que veulent faire les studios et les grandes plateformes, c'est faire des économies sur tout ça. Dire, finalement, vous pouvez très bien travailler de chez vous tranquille. Vous voyez bien qu'avec le télétravail, ça fonctionne. Plus besoin de salle. Puis, vous serez juste payé pour l'épisode que vous écrivez. C'est pas la peine de discuter tous ensemble. Donc finalement, ce que veulent le syndicat et les scénaristes, c'est inscrire dans le marbre l'obligation d'avoir ces writers' room. Et alors, il y a pire parce que certaines plateformes leur commandent des pilotes. Et alors là, ils ont trouvé une ruse formidable. À ce qu'on appelle les mini-rooms, c'est-à-dire les writers' rooms miniatures. En effet, dans le système habituel, quand on proposait une série, on écrivait juste le scénario du pilote.
On le proposait à une chaîne qui disait oui, qui disait non, et puis derrière, on tournait le pilote, et si ça plaisait, eh bien, là, on commandait toute la saison entière. Mais c'est une fois qu'on savait que la chaîne voulait de cette série-là. Ça avait fait de l'audience. Exactement. Pas forcément non, parce que le pilote n'est pas encore diffusé, mais on sait que ça pourrait fonctionner, et on embauche toute une équipe. Là, ce que demandent les plateformes, c'est de dire, OK, on va pas faire un pilote, mais vous allez m'écrire l'intégralité des épisodes de la première saison, avant même de savoir si je vais vous commander la série. Et c'est une fois que j'ai lu ces 5-8 épisodes, je vous dirai si je commande la série. Mais du coup, vu que je suis pas sûr de vous la commander, bah, je vais vous payer au minimum syndical. Donc pas très cher. Et une fois que je vous la commande parce que je trouve ça formidable, ah bah non, c'est bon, c'est commandé, je vais pas vous payer en plus. C'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Et encore pire, vu que maintenant ces plateformes sont internationales, comme Netflix et compagnie, eh ben il n'y a pas de droit sur les diffusions internationales. Parce qu'avant, vous écriviez votre série pour une chaîne américaine, ABC, CBS, etc. Vous touchiez une première partie du salaire. Et une fois que c'était vendu par le distributeur, Warner, etc., à des chaînes TF1, BBC, ZDF, etc., ben là, vous touchez de l'argent en plus. Mais là, comme c'est Netflix qui vous paye dès le départ, eh ben, vous payez rien du tout pour la suite. Alors pourquoi ils se mettent pas en grève en disant on n'écrit plus pour les plateformes, mais on continue à écrire pour ABC ou les grands networks? Pourquoi la grève, elle est générale, alors qu'ils pourraient garder leur relation avec ABC, enfin les grands networks, ABC étant comme TF1, et de se dire on ne travaille plus pour les plateformes, mais là, ça les mettrait en vrai danger. Parce que déjà, c'est un seul syndicat unitaire, donc ça permet de faire pression sur toute la profession. Il n'y a pas uniquement les séries, il y a aussi les films, et il y a aussi, il y a aussi les talk shows. Les late shows aux États-Unis, il y a beaucoup de séquences comiques. Beaucoup d'auteurs qui écrivent. Il y a les monologues humoristiques au début, et eux aussi demandent à ne pas avoir cette précarité qu'on leur annonce. Et là, ces shows-là se sont arrêtés du jour au lendemain, le jour du début de la grève. C'est-à-dire que depuis un mois, vous n'avez plus les grands shows de Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, etc. C'est comme si là, depuis un mois, vous n'aviez plus Quotidien et Touche pas à mon poste, grosso modo. Donc c'est vraiment les premiers qui ont été impactés. Nous, on le voit pas depuis la France, parce que ces émissions sont assez peu diffusées, mais c'était vraiment, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Ça va être la même chose d'ici quelques semaines pour les feuilletons quotidiens américains, les Feux de l'amour, Gloire et beauté, etc. Pareil, nous en France, on s'en rendra compte, pas tout de suite, parce qu'on a quasiment 3 ans de décalage sur ces feuilletons-là. Finalement, les seuls qui sont pas en grève aux États-Unis, je sais pas si vous savez, la seule profession des scénaristes qui n'est pas en grève, c'est les scénaristes du catch. Parce que le catch, il y a des scénaristes, mais ils font pas partie du syndicat. Oh, moi j'ai toujours cru que c'était des vrais combats. Non, ils ont dit qu'ils étaient solidaires, mais comme ils font pas partie du syndicat. Est-ce que les comédiens sont solidaires de ce mouvement? On a vu certaines images, mais est-ce qu'il y a une vraie solidarité? Il y a une solidarité. En effet, il y a des comédiens célèbres qui sont venus participer au piquet de grève devant les studios, parce que cette grève, c'est non seulement on arrête de bosser, mais c'est en plus on manifeste devant les entrées des studios avec des pancartes, des slogans, etc. Donc il y a des acteurs qui viennent manifester avec eux, leur apporter à boire et à manger. On a vu notamment Cynthia Nixon, qui est une actrice de Sex and the City. On a vu Rob Lowe, on a vu Fran Drescher, qui est l'actrice du Nounou d'Enfer, tout simplement parce qu'elle est la nouvelle présidente du syndicat des acteurs depuis l'année dernière. Et donc il y a un risque de contagion ou pas? Il y a risque de contagion. Alors c'est pas tellement de contagion, c'est qu'en fait ça tombe maintenant les renégociations. C'est-à-dire qu'en fait les renégociations entre les syndicats et les représentants des studios, c'est en gros tous les 3 ans. C'est assez cyclique. Alors c'est pas tous les 3 ans qu'il y a une grève, mais là ils arrivent vraiment à un point d'achoppement. Et là, pour les acteurs, c'est tout ce mois de juin que vont avoir lieu les négociations. Et ils prévoient de voter en début de semaine prochaine, de prendre position sur une grève préemptive. C'est-à-dire qu'en gros, lundi prochain, les acteurs vont voter pour dire si jamais les négociations fin juin n'ont pas abouti, vous savez déjà qu'on se mettra en grève. Donc ça veut dire qu'il y a des films qui vont pas sortir, qui étaient prévus de sortir, les blockbusters ou autres. Les films qui sont en tournage en ce moment peuvent très bien s'arrêter. Des gens, ils ont le problème du fait que les scénaristes ne peuvent plus venir réécrire sur le plateau. Ça, c'est pour les sitcoms? Pour les sitcoms, et pour certains films, des fois, ça arrive qu'en cours de tournage d'un film, on dit, bah tiens, telle scène ne fonctionne pas, faudrait la réécrire, hop, on appelle le scénariste, il débarque, il sait quoi le problème, on réécrit le dialogue. Là, c'est impossible, ils doivent s'en tenir au script tel qu'il a été écrit. Et c'est un gros problème pour certains films. En ce moment, il y a par exemple le tournage du film Deadpool. Deadpool, c'est le film de super-héros avec Ryan Reynolds, qui est un film assez trash en général, il y a beaucoup de dialogues très très drôles et Ryan Reynolds a l'habitude d'improviser. Sauf que pour improviser, il faut qu'il ait l'accord des scénaristes. Incroyable. Et là, il est obligé de se tenir au script actuellement, ce qui est très compliqué pour lui. Oui, ils n'ont pas le droit de changer une virgule, c'est ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils ne peuvent même pas éternuer, ou décider de changer la moindre chose dans le scénario. Normalement, c'est impossible. Il peut éventuellement passer un coup de fil le soir venu, dire là, on va avoir un souci. Mais en fait, non, ils n'ont pas le droit. C'est incroyable. Donc, il y a certaines séries qui sont encore en cours de tournage parce que tout a été écrit avant le début du tournage, notamment la prochaine saison de la série du Seigneur des Anneaux, la prochaine saison de House of the Dragon, la série dérivée de Game of Thrones. Mais certaines autres séries se sont purement et simplement arrêtées parce qu'ils n'ont plus assez de script pour finir le combat.
Je ne sais pas s'ils vont gagner sur toute la ligne. Ils vont peut-être réussir à négocier une partie des choses, mais je pense que la plus grosse menace, j'ai parlé de la précarisation, mais l'autre grosse menace, c'est l'intelligence artificielle. Bien sûr, on a tous entendu parler de ChatGPT. Aujourd'hui, les studios ne veulent pas s'engager sur le fait de ne jamais avoir recours à l'intelligence artificielle pour écrire ou réécrire des scripts. On sait que ces intelligences artificielles se basent sur des choses existantes. Elles ne créent pas ex nihilo. Elles se basent sur tout ce qui est disponible sur Internet. Donc l'un des grands rêves des studios, c'est de dire, voilà, si on veut l'adaptation d'un roman, par exemple, si on veut faire une nouvelle version d'Autant l'emporte le vent, ou je ne sais quoi, ou du dernier best-seller de Harlan Coben, par exemple. On rentre ça dans le chat GPT. On rentre le roman dans l'ordinateur, et l'ordinateur nous sort le scénario dialogué. Et ils peuvent obtenir cette garantie, ça paraît... S'ils ne l'ont pas, c'est vraiment la porte ouverte à des grosses catastrophes. Et si le scénario est dialogué, ça veut dire qu'il n'y a même pas de droit d'auteur de scénariste, sauf le droit d'auteur du roman dont on est parti. C'est juste inquiétant. Il y a déjà le souci sur les couvertures de livres. Il y a certains éditeurs en France qui ont dit OK, on n'utilisera jamais l'intelligence artificielle graphique pour faire des couvertures de livres, mais d'autres ne se sont pas engagés. Donc vous avez déjà des couvertures de livres qui sont faites par ordinateur, mais qui sont faites en copiant des choses déjà existantes. Est-ce que ça veut dire que si demain Canal+ veut lancer une série écrite par ChatGPT, ils peuvent le faire parce qu'on n'a pas la même organisation en fait? Alors pour l'instant, en France, à ma connaissance, il n'y a pas d'engagement officiel à ne pas servir d'intelligence artificielle. Alors je sais que les différents représentants des organismes scénaristes en France, il y en a plusieurs, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. En France, essayent quand même d'aller dans ce sens-là, de faire interdire le recours à l'intelligence artificielle, mais ça va se poser dans toutes les professions, y compris dans le journalisme, dans toutes les de la société. Il y aura peut-être... Parce que moi, je peux le faire de mon côté, et puis aller à Canal+, et dire j'ai écrit ça. Il y aura peut-être un peu comme les copies d'élèves, on peut des fois on peut définir et voir le truc. Vous nous avez également, on attend vos conseils sur un certain nombre de séries. Merci déjà pour vos lumières là-dessus. À ne pas manquer. Donc les séries en ce moment, pour vous, il y en a une formidable, et je sais que vous l'avez aussi beaucoup aimée, qui est disponible sur la plateforme d'Arte, une série anglaise qui s'appelle Back to Life. C'est génial. C'est l'histoire d'une jeune femme qui sort de prison, qui vient de faire 18 ans de prison. On pourrait se dire que c'est absolument glauque, terrible, c'est pas du tout Orange is the New Black. C'est une véritable comédie dramatique parce que cette jeune femme, elle est un peu naïve, elle a un regard un peu optimiste sur la vie parce qu'en fait, elle est allée en prison quand elle avait 18 ans. Donc en fait, elle a jamais vécu sa vie d'adulte. Et c'est à l'âge de 36 ans qu'elle sort de prison, qu'elle découvre le monde avec des yeux d'adulte, mais un monde un peu en décalage. Elle connaît pas les réseaux sociaux, elle connaît pas les téléphones portables, elle connaît pas tout ça. Ses parents sont plus au fait de ça qu'elle. Donc on a ce personnage. Et sa famille a changé, évidemment. Sa famille a changé, il y a des histoires d'adultère. Je nie pas tout. Franchement, la comédienne est formidable. C'est la scénariste. C'est lumineux, curieusement. La comédienne et la scénariste. Tout à fait, c'est la créatrice de la série. Formidable. Et on sent qu'elle s'est vraiment écrit un rôle. Donc ça s'appelle Back to Life, c'est sur le replay d'Arte. Exactement. On vous la conseille. Sur l'histoire des séries, moi je peux vous conseiller un documentaire qui va passer demain soir, alors aussi sur Arte, je suis désolé, c'est pas fait exprès. Un documentaire sur Joan Collins, l'actrice de Dynasty. Génial. Un documentaire formidable qu'elle raconte elle-même. On la voit même enregistrer le commentaire dans la cabine Speak où elle réécrit le commentaire. Non mais cette phrase-là, elle est nulle, je vais pas le dire comme ça. Et elle raconte avec beaucoup de franchise sa carrière, quelle bonne idée. Tout le sexisme évidemment qu'elle a rencontré à Hollywood, tous les problèmes qu'elle a eu avec ses différents maris, ses différents mariages, sa relation à l'argent, le fait que dans les années 80 elle était une des premières à s'imposer en tant qu'actrice pour se faire augmenter. Donc c'est formidable, c'est très très drôle, c'est passionnant, et donc c'est l'histoire de Joan Collins. Alors ensuite, alors si jamais vous avez suivi la série Manifeste qu'on a vue sur TF1, l'histoire de l'avion qui atterrit 5 ans après, vous aurez la fin, enfin la conclusion à partir de demain sur Netflix. Alors personnellement, j'ai vu la fin, c'est nul. Bon, c'est pas un bon conseil. Mais si vous avez laissé la série, parce que TF1 l'a interrompu, c'est ça? Parce qu'en fait aux États-Unis, la chaîne qui diffusait la série a interrompu la série faute d'audience, mais c'est Netflix qui a récupéré la production. Voilà. Maintenant, la fin est sur Netflix. Donc, si vous voulez connaître le fin mot de l'histoire, c'est un bon tuyau. Voilà. Bon, d'accord. Si vous voulez voir une merde, allez voir Netflix. Mais non, mais si vous êtes intrigué par ce que vous vous faire chier, regardez directement le dernier épisode. Et puis mi-juin, le 14 juin sur Disney+, vous aurez la suite en série du film Full Monty. Vous souvenez ce film avec ces ouvriers qui font leur striptease, etc. Oui, c'était un striptease. Un striptease avec la fameuse chanson Hot Stuff, voilà, qui est devenu un. C'est les mêmes comédiens qui jouent leur rôle. Robert Carlyle et Mark Addy qui reviennent 25 ans après. C'est drôle. Et donc c'est le même scénariste, c'est la même équipe, mais cette fois-ci c'est en version série. Donc c'est à partir du 14 juin sur Disney+. Et ils se remettent à poil. Ah, mais ça je vous le dis pas. Il faut regarder. Avec leur corps 25 ans après. Voilà. Oui, c'est ça. Donc ça c'est mi-juin et puis. C'est ça. Je peux vous conseiller aussi à partir du 19 juin sur OCS
Netflix la nouvelle série issue de Walking Dead. Walking Dead, c'est la série de zombies qui a duré un peu trop longtemps, à la fin on n'en pouvait plus. Là, il y a une nouvelle série dérivée qui se passe à New York. Vous avez New York envahi par les zombies. Ça renouvelle un peu le genre. Ça renouvelle franchement le genre. Ça rappelle un peu des films comme Je suis une légende ou New York 1997. Alors moi j'ai suivi les 3 premières saisons de Walking Dead. Finalement, c'est pourquoi ou pas à la fin dans le dernier épisode de Walking Dead. Pourquoi ce virus? Non, c'est pas grave. J'ai bien fait d'abandonner. Excusez-moi de me renseigner. Allez, une petite dernière. Cet été, à partir du 8 juillet, c'est une série, mais c'est pas une série fiction, c'est une série de télé-réalité. Vous allez découvrir la vie de la famille Stallone. Et Sylvester Stallone se met à la télé-réalité. En fait, surtout ses filles, parce qu'il a 3 filles. Il a 3 filles qui ont la vingtaine, grosso modo. Sa femme qui a 40 ans de moins que lui, il me semble. Donc c'est à partir du 8 juillet sur Paramount+, parce que Sylvester Stallone fait une série télé, une vraie fiction Tulsa-King qui est formidable, qui est sur Paramount. Et en plus, il nous fait la version télé-réalité. Et la version télé-réalité, c'est la voix de Stallone. Il faudra qu'on l'invite. C'est sa famille qui joue. Oui, mais c'est la voix française. J'ai pas vu. C'est sous-titré. Je sais pas sur un doublage, je sais pas du tout. Bon, vous reviendrez parce qu'il y aura des choses formidables. Il y a plein de séries à la rentrée. Il y a Tapi à la rentrée sur Netflix. Il y a Morning Show, la suite de Morning Show. Génial. La fin de The Crown aussi à la rentrée. Enfin, il y a plein de choses. Très contesté. Mais très bien. Moi, j'ai vu les 2 premiers. J'ai vu les 2 premiers. C'était projeté au Festival Cannes Série. C'est formidable. C'est fini. Merci beaucoup, Romani Gita. Et vous reviendrez tout de suite, Jean-Jacques Bourdin.